Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est bientôt la fin de l'année 2020 et j'avais envie de vous parler de 10 films qui sont passés à mon goût trop inaperçus lors de leur sortie en salle alors qu'ils sont excellents. Des films donc sous-estimés, des films sous-cotés. Vous allez voir, il y a des films québécois, des films coréens, des films tunisiens, même des films anglo-polonais dans la liste. C'est parti. Et on commence tout de suite avec le film qui m'a le plus marqué cette année, c'est Queen et Slim de Melina Matsoukas, l'histoire d'un couple de jeunes Afro-Américains qui se retrouvent en cavale après avoir involontairement tué un policier blanc. Le film est réalisé par Melina Matsoukas, c'est son premier film, on la connaissait auparavant surtout pour avoir réalisé les clips entre autres de Beyoncé. Et c'est un film, Queen et Slim, qui conjugue pour moi totalement cinéma inspiré et discours engagé. Et ce, sans jamais tomber ni dans la démagogie, ni dans la bien-pensance. Alors le film, bien sûr, évoque La balade sauvage de Terrence Malick, évoque Bonnie and Clyde, Thelma et Louise. C'est un film qui n'a pas peur d'être révolté et qui n'a pas peur d'être romanesque. Et pour moi, Queen et Slim, c'est vraiment un film qui signe l'avènement d'une cinéaste. On poursuit à présent avec Selfie. C'est un film français, un film choral qui se moque de la façon dont le numérique a envahi nos vies. Pour vous donner une idée, Selfie, c'est un petit peu comme si Blanche Gardin revisitait Black Mirror. Le film est constitué de 5 segments, chacun réalisé par un cinéaste différent. Et vraiment l'écriture du film, le rythme sont excellents. Et en plus, le film bénéficie d'un bon brassage de comédiens, dans le sens où ils viennent autant du cinéma d'auteur que de la comédie populaire, que de la culture internet. Et c'est un film qui est très grinçant, qui est très cynique, mais qui n'est jamais misanthrope. Surtout, c'est un film qui parvient à nous faire rire, mais également à nous interroger aussi sur notre rapport à la technologie. Troisième film, Le Diable tout le temps de Antonio Campos. Alors c'est un film Netflix et c'est un film avec Robert Pattinson. A priori 2 raisons pour que je ne sois pas hyper emballée par le projet et pourtant c'est un film qui m'a beaucoup plu. Le film se passe dans une petite ville du sud des États-Unis au début des années 50, une petite ville dans laquelle Dieu tient une place centrale et dans laquelle on va s'en rendre compte, les âmes les plus pieuses sont aussi les âmes les plus tourmentées. C'est un euphémisme, on va partir clairement sur des rites sataniques, sur des meurtres sauvages, sur du dépucelage de vierges en série, vous allez voir, on va pas s'ennuyer. L'atmosphère du film m'a beaucoup fait penser au roman noir américain du début des années 50, notamment parce que le film est accompagné par une voix off qui est celle de Morgan Freeman en VO et également pour sa galerie comme ça de personnages extrêmement violents, extrêmement sombres. C'est l'un des rares films cette année, Le Diable tout le temps, dans lequel l'usage de la violence m'a surprise, voire dérangée, voire choquée. 4e film, L'ombre de Staline. L'ombre de Staline raconte l'histoire de Gareth Jones, un journaliste anglais qui a vraiment existé, qui est mort assassiné assez jeune et qui va en 1933 être envoyé en Russie pour interviewer Staline. Une fois sur place, il va découvrir que le régime stalinien contrôle et censure totalement l'information. Il va réussir à échapper à la surveillance du régime et il va aller jusqu'en Ukraine où là, il va découvrir ce que l'on a appelé l'Holodomor. L'Holodomor, c'est le nom qui a été donné à la famine volontairement instaurée en Ukraine par Staline dans le but tout simplement de générer un génocide et l'Holodomor a fait des millions de morts. Le film a été réalisé par Agnieszka Holland qui est une réalisatrice polonaise et qui l'a clairement fait avec une visée éducative dans le sens où autant on connaît très bien les crimes du nazisme, autant on connaît assez peu finalement les crimes du communisme, ou du moins du communisme tel qu'il a été perverti par certains hommes comme Staline. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est que la réalisatrice justement ne se regarde pas filmer, même si elle se permet quelques fulgurances esthétiques. Il y a notamment un très beau travail sur la lumière, il y a pas mal de jeux de miroirs, il y a des références parfois très appuyées au cinéma de Eisenstein, mais tout cela reste au service de l'histoire qu'elle raconte et dans le cas présent sert à raconter aussi l'histoire avec un grand H. 5e film, Antigone de Sophie Deraspe. C'est un film québécois qui revisite le mythe de Antigone. Antigone donc, qui est à la base une tragédie écrite par Sophocle, que l'on connaît nous de façon plus contemporaine grâce à la relecture qu'on a faite à Nouilles. Et Sophie Deraspe, donc la réalisatrice, est l'une des figures du jeune cinéma québécois. Cinéma que l'on a, c'est vrai, en France, un peu trop tendance à réduire à Xavier Dolan uniquement.
Antigone, donc dans le film, est une jeune adolescente qui a immigré au Canada suite au meurtre de ses parents au cours de, on le devine à demi-mot, au cours de la guerre civile algérienne. Et elle a donc immigré au Canada avec le reste de sa famille. Et elle va se retrouver confrontée à l'incarcération de l'un de ses frères et au meurtre de son second frère suite à une bavure policière. Et du haut de ses 17 ans, elle va tenter d'obtenir justice. C'est un film d'une grande beauté, déjà, qui baigne dans une lumière quasi irréelle. Il a un poil surexposé, mais bon. Et c'est un film qui saisit très bien la fougue et l'obstination de l'adolescence, en fait. Et notamment grâce à l'interprétation de son actrice principale qui s'appelle Naïma Ricci, que moi, personnellement, je n'avais jamais vu jouer auparavant, et qui a, mais tout au long du film, une sensibilité à fleur de peau. On a envie que le film continue éternellement pour continuer à la regarder jouer, en fait. 6e film, Un divan à Tunis de Manélé Labidi. Alors déjà, la première raison pour laquelle vous devez voir ce film, c'est pour son actrice principale, l'actrice iranienne Golshifteh Farahani, qui a les mêmes yeux que le chapeauté dans Shrek. Et qui joue également divinement bien, surtout. Ici, elle interprète une jeune femme tunisienne qui décide de revenir vivre en Tunisie et de quitter la France et d'ouvrir son cabinet de psychanalyse donc à Tunis. Or, elle a 35 ans, elle est toujours célibataire, elle est tatouée, elle fume, donc forcément elle va avoir un petit peu de mal à se réintégrer à son nouvel environnement. Dans Un divan à Tunis, on s'intéresse à travers le thème de la psychanalyse à la résilience en fait du peuple tunisien qui doit réapprendre aujourd'hui à vivre après des années de dictature. Et la force du film, c'est vraiment sa façon très bienveillante et très truculente. J'adore ce mot. Très bienveillante et très truculente, donc de dépeindre la société tunisienne en fait. Et sa force également, c'est son optimisme, parce que c'est un film qui est profondément optimiste et c'est une comédie qui arrive à rester légère, mais sans jamais être superficielle et sans jamais être creuse. Madré de Rodrigo Sorogoyen, qui est l'un des cinéastes de la nouvelle garde du cinéma espagnol. Dans Madré, il nous raconte l'errance d'une mère qui a perdu son fils 10 ans auparavant, dans des circonstances encore inexpliquées. Et Madré, eh bien, c'est un drame, mais qui emprunte les codes du thriller. Et c'est en ça qu'il est très intéressant dans sa forme. Le film s'ouvre sur un plan séquence d'une dizaine de minutes, qui était en fait initialement un court-métrage, que le réalisateur ensuite a décliné en long-métrage. Et au cours de cette introduction, eh bien, on assiste à une conversation téléphonique entre la mère et son fils. C'est la scène d'intro la plus angoissante que vous verrez cette année. Je pèse mes mots. Une comédie française à présent, Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi. Alors je sais, vous allez me dire, on ne peut pas vraiment dire que ce soit un film sous-coté, il a très bien marché en salle, il est resté 6 semaines à l'affiche, qui plus est en été, ce qui n'est pas forcément une période simple pour les films. Mais j'avais envie d'en parler. C'est ma vidéo, je fais ce que je veux, je suis libre, à ce que je sache. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette comédie, c'est que contrairement à ce que j'ai pu entendre, et ça venait toujours de gens qui n'avaient pas vu le film, on n'est pas du tout dans un humour communautaire, vraiment loin de là. Dans le film, et vraiment tout le monde en prend pour son grade et c'est ça qui est hyper réjouissant. Les blancs, les noirs, les arabes, les juifs, absolument tout le monde. Le film est construit comme un faux documentaire, comme un documenteur autour d'un acteur noir plutôt loser, on le comprend, qui est Jean-Pascal Zadi lui-même, donc il y a une notion de mise en abîme dans le film, et il décide d'organiser une marche pour le droit des Noirs à Paris, et pour cela il va aller à la rencontre de stars françaises noires pour tenter de les rallier à sa cause. Et toutes les personnalités qu'il va rencontrer, que ce soit Omar Sy, que ce soit Éric Judor, Fari, jouent bien sûr leur propre rôle et se moquent énormément de leur image, et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement jouissif et extrêmement drôle. Il y a énormément d'autodérision dans le film. Et non seulement c'est un film qui est extrêmement drôle, mais c'est également quand même un film dont le sous-texte est de nous faire nous interroger sur le racisme qui est toujours présent en France. Et c'est également un film, et c'est ça que j'ai trouvé très fin, qui se moque très bien du militantisme et des paradoxes du militantisme. Avant-dernier film de cette liste, La dernière vie de Simon de Léo Carman, qui est un film français. Alors c'est un film comme beaucoup d'autres dans cette liste, comme vous l'avez sans doute remarqué,
qui date en fait de 2019 mais qui est sorti en France en 2020 et c'est pour ça que je le place dans cette liste. C'est donc le premier film de Léo Carman qui est un jeune réalisateur français. C'est un film qu'il a eu beaucoup de mal à monter et pour cause. C'est un film qui appartient au registre très particulier du merveilleux. Un registre comme le maîtrise très bien par exemple Spielberg, mais qui est assez peu prisé en fait des cinéastes français. La dernière vie de Simon, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a le pouvoir de prendre l'apparence qu'il veut. Je ne vous en dis pas plus, il y a un casting excellent, notamment Benjamin Voisin que maintenant on a vu également dans Été 85 de Ozon. Ce film est vraiment un enchantement. Croyez-moi, il ne ressemble à rien d'autre de ce que vous pourrez voir cette année. Et quel plaisir de voir que le cinéma français ose prendre des risques. Quel plaisir. Et on finit cette vidéo avec mon dixième film sous-coté, c'est L'Homme du Président. Alors attention, il ne faut pas confondre avec L'Homme du Président, qui est un film de 2000 avec Chuck Norris. Ça n'a rien à voir. Non, là, il s'agit d'un film coréen de Min-ho Woo et qui va même d'ailleurs représenter la Corée aux Oscars du meilleur film étranger. Alors L'Homme du Président raconte l'assassinat du président Park dans les années 70, un président plus ou moins quand même dictateur qui est resté au pouvoir presque 20 ans et cet assassinat a vraiment été un événement fondateur en fait pour la Corée actuelle. C'est un film qui se repose sur une réalisation pas hyper inventive, assez académique, mais très solide et surtout c'est un film que je vous conseille car le rôle principal est tenu par un acteur que vous connaissez très bien qui s'appelle Lee Byung-hun et que vous avez forcément déjà vu dans des films coréens cultes tels que J'ai rencontré le diable, Le bon, la brute et le cinglé ou encore Bitter Sweet Life. Et c'est très intéressant en fait de le voir ici dans L'Homme du Président avec quelques années de plus parce qu'il a maintenant quand même 50 ans et de le voir dans un registre beaucoup plus intimiste alors qu'on était auparavant habitué à le voir faire gicler des gerbes de sang. Voilà. Il s'est assagi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me mettre vos films sous-estimés, vos petites pépites de l'année 2020 en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou contre faire gicler du sang. Je vous dis à la semaine prochaine. Je ne peux que vous conseiller de vous pencher là-dessus. Dans Magré... dans... chat dans la gorge. Oh. Oui, c'est bientôt terminé. Ah. Wow, c'est une famille entière là. Allez. Ça va mieux.